Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire un petit pas de côté. On met de côté l'actualité brûlante, les rapports complexes. Trop un peu l'air. Voilà, exactement. On va se pencher sur un objet un peu étrange, une sorte de message dans une bouteille numérique. Notre source, c'est la copie scannée d'un très très vieux livre. Mise en ligne par Google. Oui, et ce livre, il vient pas de n'importe où. Il était à la bibliothèque théologique d'Andover, Harvard. Il vient de la collection de la Universalist Historical Society. Rien de ça, c'est déjà toute une histoire. Carrément. Et notre mission aujourd'hui, c'est de regarder ce document sous deux angles. D'abord, qu'est-ce que ça nous dit sur la façon dont la technologie préserve le passé? Et ensuite, on va essayer de deviner ce que racontait ce livre avec les quelques pages qu'on a. C'est un peu un travail d'archéologue numérique. C'est ça, un voyage entre les circuits imprimés et les pages un peu jaunies. Oui, et ce qui est intéressant tout de suite, c'est que l'histoire, elle n'est peut-être pas que dans le texte, elle est dans l'existence même de ce fichier. Ce livre, c'est une toute petite pièce d'un puzzle, mais gigantesque. Le projet Google Books. Exactement. Leur mission, je cite, c'est d'organiser l'information mondiale et de la rendre universellement accessible et utile. C'est une ambition folle. C'est presque divin comme ambition. Et ce petit livre, ce petit recueil, en est une preuve concrète. Du coup, on va regarder à la fois le cadre et la peinture à l'intérieur. Alors, commençons par le cadre. La toute première chose que Google nous dit, c'est que ce livre, il est dans le domaine public. Ça sonne un peu technique, comme ça. Oui, mais en gros, c'est simple. Ça veut juste dire que le droit d'auteur a expiré, personne n'en est propriétaire, donc Donc tout le monde en est propriétaire. C'est notre patrimoine commun. voilà. Google dit que ces livres sont des passerelles vers le passé. C'est joli comme formule. Mais le détail qui m'a vraiment accroché, c'est qu'il précise que le scan conserve tout. Tout. Les marques, notations et autres annotations présentes dans le volume original. On ne voit pas juste le texte, on voit les traces de doigts presque des lecteurs d'avant nous. Et ça, pour un historien, pour n'importe qui s'intéresse au passé, c'est de l'or. Ça veut dire qu'on ne préserve pas juste des mots, On préserve des vies. des interactions, exactement. On voit comment les gens lisaient, ce qu'ils soulignaient, ce qui les faisait réagir. C'est une couche d'infos en plus. Mais et c'est là qu'on touche à une tension. Ça oblige Google à jouer un double rôle. Gardiens et gendarmes. C'est ça. Pour rendre ce patrimoine accessible, il a fallu créer des règles très strictes pour éviter les abus. Oui, ils le disent assez clairement. En gros, c'est servez-vous, mais ne cassez rien. C'est un peu ça. L'usage doit rester non commercial et il ne faut pas envoyer des robots pour tout aspirer d'un coup. Bon, ça se comprend. C'est une protection de base. Ils veulent éviter qu'une entreprise vienne, siphonne des millions de livres et crée sa propre bibliothèque payante. Logique. Mais il y a une autre règle, plus subtile. Laquelle? L'obligation de garder le filigrane Google sur chaque page. Ah, la petite marque en bas de page. Oui. Et ce n'est pas que de la pub. C'est une façon de dire ce texte est dans le domaine public, d'accord. Mais ce scan, cette version numérique précise, c'est notre travail. Ils signent leur œuvre de numérisation. D'accord. Et ça nous amène au point le plus compliqué, j'imagine, le juridique. Exactement. Ah oui, le fameux avertissement en tout petit. Ils disent que le fait que le livre soit dans le domaine public aux États-Unis, ça ne garantit rien pour le reste du monde. Voilà. Et là, on entre dans le sac de nœuds du droit d'auteur international. Un livre peut être libre de droit à New York, mais encore protégé pour des dizaines d'années à Paris. Et donc Google dit, Google se lave les mains. Ils disent, c'est à vous, l'utilisateur, de vérifier que vous avez le droit. C'est un rappel assez brutal que l'Internet sans frontières, c'est une illusion. Les vieilles lois nationales sont toujours lois. C'est fou. Toutes ces barrières juste pour lire un vieux livre. Bon, justement, ouvrons ce coffre-fort. Qu'est-ce qu'on y trouve? Moi, ce qui me fascine, c'est qu'on a juste des bribes, comme des pages arrachées au hasard. Des fragments. Oui, et pourtant ils sont incroyablement parlants. Sur une page, on voit une date, novembre 26. Ça m'a fait penser peut-être à un almanach ou à un de ces livres de lecture quotidienne. C'est une très bonne hypothèse. C'était un format très populaire à l'époque. Une pensée, une prière, une méditation pour chaque jour de l'année. Une sorte de coach de vie avant l'heure. En quelque sorte, oui. Une manière de donner un cadre, un sens à la vie de tous les jours. Et le contenu est, je sais pas, il est vraiment touchant. Il y a cette anecdote, par exemple, sur un fabricant de marteaux de New York. Ah oui, de William C. Gannett. C'est ça. Le type, après 28 ans de métier, il dit « Je n'ai jamais fait un marteau assez bon. Je fais le meilleur marteau fabriqué aux États-Unis. » Cette phrase, elle m'a saisi. Elle est magnifique. Cette vision du travail, ça semblait tellement loin de nous aujourd'hui.
Qu'est-ce que ça nous dit de cette époque? Ça nous dit énormément de choses. On est en pleine révolution industrielle. C'est l'âge de la production de masse, du standard. Et ce texte, c'est presque un acte de résistance. Ah oui, Réputation dans chaque objet qu'il fabrique. C'est une éthique du travail très forte, où le travail bien fait est une forme de prière. une capsule de valeur en fait. Exactement. Tout un monde de valeurs qui était en train de se faire bousculer par la modernité industrielle. C'est à la fois de l'humilité et une fierté immense. C'est superbe. Dans un tout autre style, il y a un autre fragment, de Henry Ward. Oui, Il utilise une image toute simple mais très puissante. Il compare Dieu à une mère qui prend son enfant effrayé dans ses bras, disperse ses peurs et l'endort pour qu'il se repose. c'est très visuel. Oui, et c'est suivi d'une prière qui reprend cette idée en demandant de pouvoir fuir vers toi comme un enfant qui a peur. L'émotion est là, palpable. Et cette imagerie, elle n'est pas innocente. Elle ancre la foi non pas dans un dogme compliqué, mais dans l'expérience humaine la plus fondamentale, le besoin de réconfort. La relation parent-enfant. Voilà, la foi comme un refuge, un abri. Et il faut penser au contexte de l'époque. La mortalité infantile était bien plus élevée, la vie était rude. L'image d'un abri protecteur, ça devait avoir une résonance encore plus forte qu'aujourd'hui. C'est une perspective importante. Et ça continue, il y a un troisième fragment qui m'a marqué. Une prière de Theodore Parker. Sur le travail, encore. Oui, il parle du dur labeur du quotidien et il demande que ce travail soit équilibré par la règle d'or, pour qu'il serve les intérêts de tous. Encore une fois, on est dans le très concret. Absolument. Et si on met les trois fragments ensemble, l'artisan, le réconfort maternel et l'éthique du travail, un portrait se dessine. Celui d'une spiritualité pratique, Très pragmatique, oui. centrée sur l'amélioration de soi et de la société par les petites actions du quotidien. C'est très cohérent avec l'origine du livre, la Universalist Historical Society, la Harvard Divinity School. Des foyers de pensée progressistes. Exactement. On est probablement face à un texte influencé par des courants comme le social gospel, le christianisme social. Une foi qui veut se salir les mains dans le monde réel pour régler les problèmes sociaux, comme les conditions de travail. Quand on prend un peu de recul, le contraste est saisissant, non? Comment ça? D'un côté, on a cette machine technologique immense, Google Books, ce projet fou d'archiver toute la connaissance humaine. Et de l'autre, ce qu'on trouve sauvé par ce système colossal, ce sont ces petites leçons de vie très intimes. Comment bien faire un marteau? Voilà. C'est un peu comme, je sais pas, utiliser le télescope spatial James Webb pour regarder une bougie allumée sur le rebord d'une fenêtre. L'écart entre les deux échelles est vertigineux. C'est une analogie parfaite. C'est exactement ça. Ça montre que l'information mondiale que Google veut organiser, ce n'est pas juste des faits, des dates, des formules. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Des aspirations, des morales, des métaphores, des prières, toute l'épaisseur de la culture humaine. Ce qui était un guide personnel, presque un journal intime spirituel, devient, une fois numérisé, une donnée culturelle. Donc ce n'est plus vraiment le même objet. En le numérisant, Google ne l'a pas juste copié, il l'a transformé en autre chose. Oui, et il y a un mot pour ça, en théorie des médias. On appelle ça la remédiation. La remédiation. L'idée, c'est qu'un nouveau média, ici le numérique, ne se contente jamais de copier l'ancien. Il l'absorbe, le digère et le recrache sous une nouvelle forme, avec un nouveau contexte, de nouvelles règles. Donc le scan de Google n'est pas le livre de Harvard. C'est une nouvelle version de l'œuvre, Une toute nouvelle version. avec son propre filigrane, ses propres règles d'accès, son URL. Il est entré dans un nouvel écosystème. C'est fascinant quand on pense au voyage de ce texte. De la tête de l'auteur à l'imprimeur, puis dans les mains d'un lecteur, puis sur une étagère pendant un siècle, puis sur un scanner. Pour finir sur nos écrans, à des milliers de kilomètres. Chaque étape de ce voyage ajoute une couche de sens. Le livre n'est plus seulement un texte, il est le témoin de sa propre survie. Le fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait ce voyage. C'est ça. Combien de millions d'autres livres comme celui-ci ont juste disparu, se sont désintégrés sur une étagère? Ce fichier, c'est l'histoire d'un survivant. Donc, en résumé, en tirant le fil de ce simple fichier, on a découvert deux histoires en une. L'histoire de ce qu'il contient, ces fragments de sagesse sur le travail, l'éthique. Le réconfort et l'histoire de son contenant, qui nous plonge dans les défis et les paradoxes de la mémoire numérique. L'histoire d'un vieux livre et de la machine qui lui a donné une seconde vie. Une vie très très différente de la première. Et pour finir, ça ouvre une question assez
provocante pour nous aujourd'hui. On l'a dit, le scan de Google montre les notes manuscrites dans la marge du livre original. Elles font partie de l'histoire. Oui, alors la question qu'on peut se poser, c'est quelles sont les annotations marginales numériques qu'on laisse, nous, derrière nous? Nos commentaires, nos likes, nos partages, nos historiques de recherche. Tout ce sillage de données. Toutes nos traces. Est-ce que, pour les historiens du futur, ces traces seront l'équivalent des notes griffonnées dans la marge d'un vieux livre? Est-ce que ce sera ça, la véritable histoire de notre relation à nous avec la connaissance? C'est vertigineux d'y penser, que chaque clic est peut-être une note pour l'éternité, une pensée sur laquelle on va pouvoir méditer.